Après avoir réfléchi toute la nuit, Barr ne souhaite pas envoyer une personne innocente en prison à sa place. Comprenant que son ancien amant n'est pas prêt à se salir les mains pour se construire un avenir, Hugo lui propose de partir à San Diego avant que la police ne donne son signalement aux frontières. Alors que Barr raconte qu'il ne peut pas laisser sa mère seule pour l'enterrement, Hugo rétorque que cette relation fusionnelle est justement le motif pour lequel Arnaud s'en est pris à lui. Même si le ton monte, Hugo promet de l'aider à s'en sortir puis tente d'embrasser Barr qui le repousse. Pendant ce temps, la police se rend au port pour interroger Ange-Marie à propos de l'affaire Molina. Le docker refuse de coopérer et d'accompagner la police mais Karim ne lui laisse pas le choix. Au poste de police, Ange-Marie avoue qu'il vend des chiens à un laboratoire et précise qu'il n'avait aucune raison de tuer Molina puisque lui aussi faisait partie de la combine. Et pour prouver ce qu'il avance, l'homme indique aux enquêteurs l'endroit où ce dernier gardait l'argent du trafic. Concernant la plainte pour viol, Ange-Marie déclare ne pas connaître Audrey mais reconnaît avoir déjà vu Brunet sur le port sans pour autant savoir si celui-ci faisait partie du business. Maintenant certain que Barr était dans le vrai, Karim convoque Audrey pour lui poser des questions. Seulement, la jeune femme réitère une nouvelle fois ses accusations avant de quitter le commissariat. Karim reçoit ensuite Barr auquel il confirme l'implication d'Arnaud dans le trafic de chiens. Quand le policier lui parle de Victor, Barr répond qu'il ne l'a jamais vu sur le port ou chez lui. À la morgue, Georges informe Pauline que la médecine légale a fini son travail et qu'elle peut désormais disposer du corps de son ex-mari. Également contactée par la police, Flore arrive dans la chambre froide et voudrait une nouvelle fois trouver un terrain d'entente avec Pauline pour l'organisation des obsèques. Mais rien n'y fait, Pauline n'entend pas raison et menace encore de faire un esclandre si elle vient aux funérailles. Effondrée, Flore se livre à Chloé qui jure d'être présente pour elle. En fin de journée, Barr et Hugo s'arrêtent devant la maison des Brunet. Le fils Valorta révèle avoir trouvé la personne idéale à faire tomber pour la mort d'Arnaud. En effet, Victor est le coupable parfait dans la mesure où il n'est pas un enfant de cœur et que la police cherche depuis longtemps à le faire tomber. Après avoir passé la nuit à discuter avec Marco, Rose confie à Chloé que ce dernier juge qu'elle passe à côté de la grande histoire de sa vie. Étonnée qu'un inconnu puisse se permettre des conseils sentimentaux, Chloé estime que Marco est intrusif et qu'on ne se mêle pas de la vie des gens comme ça. Malgré tout, Rose ne peut s'empêcher de douter car Antoine est adorable avec elle depuis quelque temps. Lorsque Chloé rappelle qu'elle voulait couper les ponts avec son ancien amant, Rose avoue qu'Antoine l'a invitée à prendre un goûter pour la remercier de son intervention au lycée. Pour éviter de souffrir une nouvelle fois, Chloé lui déconseille d'y aller et lui demande de faire attention à elle. Pour sa part, Antoine, qui finalise les préparatifs du goûter au spoon, reçoit un message de Rose à l'intention de Marco l'informant qu'elle ne viendra pas sur les conseils de sa meilleure amie. Tandis que sous l'identité de Marco il réitère qu'elle pourrait rater une belle histoire, Rose ne sait plus quoi penser. Convaincu que la femme qu'il aime ne viendra plus, Antoine commence à ranger lorsque Rose fait son apparition. Heureuse de constater tout ce que son amie a fait pour elle, Rose et Antoine passent un moment très complice ensemble.
autour d'une fondue au chocolat. Antoine dit avoir adoré ses chroniques et avoir été ému par certaines d'entre elles. À cet instant, Rose constate que ses mots sont exactement les mêmes que ceux de Marco. Le proviseur adjoint fait alors mine d'être jaloux qu'elle lui parle de son rival et s'exclame qu'il est prêt à aller à Clermont-Lérault pour lui expliquer le fond de sa pensée. Bien que Rose souligne qu'elle n'a jamais mentionné son lieu de résidence auparavant, ils terminent l'après-midi tous les deux comme si de rien n'était. Toujours déterminé à faire la guerre à Martin, Jules ne compte s'arrêter qu'une fois qu'il aura eu gain de cause. Et pour ce faire, il accroche au mur de la salle à manger un portrait de Michael. Quand le couple le découvre, Virginie le somme de retirer la photo mais Martin montre que cela ne lui pose pas de problème qu'elle soit là où elle est. Plus tard, conscient que son père doit beaucoup lui manquer, Martin confie à Jules qu'il a perdu son père à l'âge de 15 ans, ajoutant qu'il a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Tandis que l'adolescent le questionne pour savoir s'il aurait accepté de vivre avec l'homme qui a ordonné de tirer sur son père, le commandant Constant répond simplement non. En fin de journée, Virginie aimerait en savoir plus sur son compagnon et notamment sur son envie de réouvrir l'enquête sur la mort de son père mais Martin refuse d'en parler. Pour changer de sujet, Virginie précise que c'est la première fois que Jules n'emploie pas le terme d'assassin en parlant de lui, ce qui lui fait espérer un début de changement chez l'adolescent. Martin ne veut pas se faire d'illusions car ce genre d'histoire met des années à s'arranger mais Virginie a envie d'y croire.